Plus de 1300 personnes portées disparues après de meurtrières inondations au Népal et au Tibet, provoquées par la crue de deux rivières près de leurs frontières communes. Après une rencontre de près de 3 heures, le président chypriote et le dirigeant chypriote turc souhaitent intensifier leurs échanges. Ils ont convenu de se rencontrer chaque semaine. 1300 personnes portées disparues après les inondations meurtrières au Népal et au Tibet, provoquées par la crue de deux rivières, la Botekoshi et la Trishuli, près de la frontière avec la région autonome chinoise du Tibet. Au moins 273 morts ont été recensés pour l'heure, selon la police népalaise et les autorités chinoises. Des images prises par drone au Népal montrent des routes détruites et des bâtiments ensevelis sous une épaisse couche de boue. Selon les autorités nationales népalaises chargées de la gestion des catastrophes, environ 826 personnes, dont des membres des forces de sécurité et des touristes, sont portées disparues à la suite des inondations. Au Tibet, au moins 558 personnes sont portées disparues. Les autorités indiquent que les opérations de secours ont débuté, mais qu'elles restent difficiles en raison de fortes pluies, de la boue et de l'accès compliqué à certaines zones. L'aide internationale a commencé à arriver ce jeudi. L'Australie, qui a signalé la disparition de 34 de ses ressortissants, a proposé son assistance. De son côté, la Corée du Sud a annoncé l'envoi au Népal d'une équipe d'intervention rapide afin de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de 9 de ses ressortissants toujours portés disparus. Ces inondations soudaines et dévastatrices ont débuté ce mercredi à la suite d'une crue brutale de la rivière Botekoshi dans le district de Rasuwa au nord du Népal. Selon les prévisions météorologiques, de nouvelles précipitations sont attendues dans la région ce jeudi avec des averses et des orages susceptibles de se développer dans l'après-midi. Plus de 1000 séismes en seulement 10 jours. La série de secousses enregistrées à Grenade relance les interrogations quant au risque d'un séisme majeur en Espagne. Environ 140 ans après l'un des plus puissants tremblements de terre de l'histoire de l'Andalousie, la question d'un nouveau séisme d'ampleur se pose à nouveau. Mais selon le géologue Raúl Pérez López, le temps écoulé ne signifie pas pour autant qu'un quelconque compte à rebours serait arrivé à son terme. Podemos dividir el tiempo por el número de terremotos y decir, cada 100 años en España se produce un gran terremoto. Porque eso es lo que nos dice la estadística. El problema es que los terremotos no se comportan de forma lineal. L'Espagne compte plus de 200 failles actives recensées, tandis que l'énergie tectonique continue de s'accumuler. Si la probabilité d'un séisme majeur peut augmenter au fil du temps, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit imminent. Aunque llevemos 140 años sin tener un terremoto, nosotros no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o va a ocurrir dentro de mucho. Face à l'impossibilité de prévoir la date d'un tel événement, la meilleure réponse reste l'anticipation. Le géologue évoque les récents séismes au Venezuela et en Colombie. Bien que leur magnitude ait été comparable, les dégâts ont été très différents. Hay fallas que pueden disparar terremotos, pero no sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de 50 años. No tenemos capacidad de saberlo. Nuestra mejor herramienta es la prevención, sin duda alguna. Lo que mata los terremotos es la intensidad sísmica y la respuesta a los edificios. La gente vive en edificios, si el edificio se viene abajo no hace falta saber qué es lo que va a ocurrir. Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides, et le dirigeant chypriote turc Tufan Erurman se sont entretenus pendant près de 3 heures ce mercredi. À l'issue de leur rencontre, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier leurs échanges en se réunissant désormais une fois par semaine, avec la possibilité de tenir des rencontres supplémentaires si les circonstances l'exigent. Des échanges jugés positifs par le président Christodoulides qui note des avancées dans le dialogue entre les deux parties. Ήταν μια καλή συνάντηση. Οφείλω να το αναφέρω, γι' αυτό κράτησε και σχεδόν 3 ώρες με την συντριπτική πλειοψηφία της ώρας να είμαστε μόνοι. Εγώ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συζητήσαμε θέματα ουσίας και όταν λέω ουσίας αναφέρουμε στις συγκλήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και την τελευταία μέρα στο Grand Montana. Συζητήσαμε μεθοδολογία. Είναι γνωστές οι 4 θέσεις του κυρίου Ερχιουμάν. Υπέβαλα κάποιες δικές μας προσεγγίσεις, ειδικότερα πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική η διαπραγμάτευση μέσα από μια διασταυρούμενη, αν μου επιτρέπετε να το αφέρω, διαπραγμάτευση. Όλα τα θέματα δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο ένα θέμα και επιλεκτικά, η ανάγκη διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης για να μπορεί να υπάρξει πρόοδος. La réunion s'est déroulée sous l'égide des Nations Unies et s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à faire avancer le processus de règlement de la question chypriote.
Le lac Ontario, l'un des grands lacs d'Amérique du Nord. Il borde à la fois la province canadienne de l'Ontario au nord et l'État américain de New York au sud. Mardi, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il souhaitait le rebaptiser Lac America. Il s'agit là de la dernière escalade en date dans la guerre commerciale qui oppose actuellement les deux pays. Des droits de douane s'élevant à plusieurs milliards de dollars ont désormais été imposés par les deux parties. Dans un message publié sur sa propre plateforme de réseaux sociaux, Truth Social, il déclare « Nous ne comptons plus faire beaucoup d'affaires avec l'Ontario ». Ces Américains vivant près du lac ont réagi à ces propos. I think he should take care of things that matter the most to the country and quit being a baby. He's getting people to look at the name Lake Ontario, but I think he wants to open up the bigger discussion of what's going on with the negotiations. You know, is Canada not taking advantage of us? What's going on? De l'autre côté de la frontière, ces Canadiens ont clairement fait part de leur opinion sur les propos du président américain. It's been like that for so long, so why do we need to change it? Seems to work for Canada, and I think probably works for the U.S. too. It's meaningless. It's just more hyperbole and more of an irritant for the Canadian people. He's not doing anybody any favors, especially himself. Après le golfe du Mexique, rebaptisé en mai dernier Golfe d'Amérique, Donald Trump continue visiblement de jouer avec les cartes. Meta a accepté de verser 17 milliards de dollars et de mettre en place de nouvelles mesures de protection pour les enfants sur Facebook et Instagram. Cet accord permet de mettre un terme à un procès historique sur l'addiction des adolescents aux réseaux sociaux, dans lequel 47 États américains avaient porté plainte. Meta était accusé d'avoir contribué à une crise de santé mentale chez les jeunes en ayant conçu délibérément des fonctionnalités rendant les enfants dépendants de ces plateformes. Dans le cadre de cet accord, Meta mettra en place des limites de temps quotidiennes et des pauses pour les jeunes utilisateurs, supprimera les notifications push pendant les heures de cours en semaine et renforcera les vérifications d'âge et le contrôle parental. Au-delà de cet accord, l'entreprise était également accusée d'avoir collecté des données auprès d'enfants de moins de 13 ans sans le consentement parental et d'avoir dissimulé des conclusions internes concernant l'impact de ces plateformes. Ce versement de 17 milliards de dollars ne représente qu'une fraction du chiffre d'affaires de Meta qui s'élevait à 201 milliards de dollars en 2025. Permettre à de jeunes migrants de retrouver un confort de vie décent le temps d'un été. À Lille, des propriétaires en vacances confient leur logement à des étrangers dans le besoin, comme Zahir et MD Johnny, deux adolescents bangladais arrivés en France en juillet. Yes, we live here, this apartment, and the apartment owner helped us some couple of times live here, this house. Au total, 54 jeunes migrants non accompagnés sont hébergés temporairement dans une vingtaine de logements à Lille. Une parenthèse qui doit déjà se refermer. Demain, je dois repartir. Je ne sais pas comment je vais faire. Il pleut et il fait très froid. Nous aspirons maintenant à un endroit où vivre confortablement et en toute tranquillité. Alicia Rodriguez est coordinatrice d'Utopia 56, un dispositif d'hébergement solidaire. Elle souligne que la capacité d'accueil est toujours largement insuffisante et appelle l'État à intervenir. À la fin des appartements prêtés, donc à la fin de l'été, ils seront 79 et ils vont potentiellement passer tout l'hiver sous la tente, puisque nous on a quelques solutions via des hébergeurs solidaires et des maisons associatives, mais c'est insuffisant par rapport au nombre de jeunes qui sont. Flore Lataste est l'une des propriétaires qui a décidé de mettre son logement à disposition de migrants durant ses vacances. Pour elle, c'est une question de solidarité envers des jeunes qui ont tout laissé pour tenter leur chance loin de chez eux. Moi je me dis, nos enfants, ils pourraient être dans ce cas-là un jour. J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un au bout du monde qui accueille ma fille, par exemple, si ça arrive. Voilà. Je me dis que leurs parents là-bas, leur famille, ça compte qu'il puisse y avoir des gens... pas parce qu'ils les connaissent, pas parce qu'ils ont des liens particuliers, mais juste par humanité. Voilà. Alors que les vacances d'été touchent à leur fin, beaucoup de jeunes migrants n'auront d'autre choix que de retourner vivre sous la tente, en espérant un jour obtenir un logement permanent.